Salam alaikum, Azraflaoun, bonsoir. Bien souvent, au moment où des événements tragiques se produisent, comme celui du coup d'État de 1992, dont nous commémorons aujourd'hui le 24e anniversaire, il est très difficile pour l'opinion publique de se faire une idée précise sur les responsabilités des uns et des autres, tout particulièrement lorsque une des deux parties, celle des putschistes en l'occurrence, dispose de tous les moyens de l'État. Tous. Quand elle monopolise tous les moyens d'information, les services de sécurité, l'armée, l'administration, les relais politiques, les institutions, entre guillemets bien sûr. C'est ainsi que, malgré l'évidence de la responsabilité des putschistes et de leurs relais dans l'indicible tragédie qui allait s'abattre sur le peuple algérien, l'opinion publique a pu être conditionnée au point où, dans le meilleur des cas pour monsieur tout le monde, les responsabilités étaient partagées entre les putschistes et les victimes du coup d'État. D'ailleurs, ils ne disent même pas coup d'État et ils ne disent pas putschiste. Travaillé au corps par une presse totalement acquise au régime, et qui relayait son discours avec beaucoup de zèle, de plus en plus d'Algériens, et surtout d'Occidentaux, on finit par digérer l'énormité qui voulait que les généraux étaient bel et bien ces sauveurs de la République qu'ils se disaient être. Mais bien plus, des gens, somme toute, sincères, continuent à croire, à ce jour, même s'ils sont de moins en moins nombreux, que tous les torts doivent être imputés aux islamistes du fils. Dans le meilleur des cas, devant l'entêtement des faits, beaucoup continuent de mettre les putschistes et le fils dos à dos. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. De profonds changements ont eu lieu. La presse n'est plus entre les mains du seul régime. L'apparition d'Internet a permis de briser la chape de plomb, de forcer la main mise du régime sur la communication. De nouvelles télévisions vraiment libres sont nées et actives sur le terrain. La propagande a fait long feu. Les victimes se sont maintenant emparées du droit à la parole. Et ils ne s'en privent plus. Ils sont présents partout. Et leur voix est maintenant entendue. Maintenant, contrairement aux années 90, les gens ne craignent plus de demander qui tue qui. Qui tue qui? Qui a tué qui? Sans pour autant être cloués au pilori d'une presse aux ordres, sans être pris à partie par ceux-là qui s'étaient autoproclamés famille qui avance. La famille qui avance. Maintenant, les Algériens savent que certains parmi leurs politiciens avaient affirmé qu'on ne pouvait pas faire de guerre avec des gants blancs, que les dégâts collatéraux étaient un mal nécessaire. Le seul problème est que les Algériens découvrent aujourd'hui que ces mêmes politiciens, ces mêmes sauveurs de la République, sont aujourd'hui très riches, qu'ils se sont sustentés à la bête dans le même temps que le sang coulait à flot. Et chaque jour apporte son lot de révélations. Nous saurons bientôt, bien plus tôt que ne pensent certains, tous les sombres dessous de ce qui s'est vraiment passé. Nous savons déjà que les médias nous menaient en bateau. Et avec le recul du temps, nous découvrons que les putschistes ne sont pas ces sauveurs de la République, mais des criminels contre l'humanité. Doublés de gens indélicats, puisqu'ils tuaient les Algériens de la main droite dans le même temps qu'ils les dépouillaient de la main gauche. Et le plus réjouissant, j'allais dire, pour la vérité, est que du cœur même du régime, de son antre la plus profonde, des consciences commencent à s'éveiller, à se faire jour. D'anciens caciques jusqu'à des généraux opérationnels
au moment de la décennie rouge, apporte tous les jours des preuves flagrantes, indiscutables, irréfragables, que le coup d'État a été mûrement réfléchi, pour des motifs qui n'ont rien à voir avec le souci de sauver la République. Que les carnages, que la torture, que les enlèvements, que les assassinats ciblés, voire même les attentats à l'étranger, ont systématiquement été pensés et manipulés par la junte. Oui, bien sûr, et nous ne le dirons jamais assez, les islamistes armés ne sont pas indemnes des crimes qui ont été perpétrés contre les civils. D'abord, pour s'être laissés précipités dans la violence, pour avoir fait le jeu du régime, et nombreux parmi eux d'avoir été les agents conscients ou à leur insu du redoutable DRS. Oui, je le dis de façon audible. Ces islamistes-là, ceux qui ont égorgé, qui ont massacré, sont aussi criminels, si ce n'est plus, que ceux qui les ont instrumentés. Ils ont prêté main forte aux putschistes dans le carnage des innocents. Et ils sont arrangés dans le même panier que leurs mentors, que leurs officiers traitants. Pour le reste, la vérité est à nos portes désormais. Elle s'apprête à déferler. Et il y a fort à parier que les digues vont être bientôt rompues, que du cœur même du régime, de très nombreux dirigeants et agents du régime vont venir faire leur mea culpa, dire ce qui s'est passé, parce que tous ne sont pas des criminels rémunérés. Nombreux parmi eux sont des hommes d'honneur. Ils pensaient agir pour sauver le pays. Ils ont eux-mêmes été trompés et ils se sont rangés du côté des tueurs, des criminels contre l'humanité, à leur corps défendant presque. Mais le temps est le meilleur révélateur qui soit. Al-waqt tawil kshaf. Je vais vous lire quelques extraits d'un texte du Soir d'Algérie, sous la plume d'un chroniqueur considéré comme l'un des plus emblématiques éradicateurs. Écoutez bien. Cette chronique a été publiée le 13 août 2012. Je cite. C'est le chroniqueur qui parle. Entendons-nous bien, il y a deux camps, et pas trois. Il y a ceux qui auraient voulu s'installer un État islamiste, et ceux qui trouvent que l'armée a bien fait d'intervenir pour sauver le système républicain, aussi imparfait soit-il. Il n'y a pas de troisième voie. Plus loin. Donc, il y a ceux qui soutiennent l'intervention de l'armée en tant qu'option pouvant épargner au pays un voyage sans retour. Cette intervention n'était pas une œuvre de broderie. Je me souviens du jour où notre directeur de la publication avait été invité au ministère de l'Information dirigé alors par feu Belkaïd. Il assistait à cette réunion où l'on récoltait les avis des patrons de presse sur le prochain et imminent arrêt du processus électoral. À son retour, il nous appela en urgence, nous les actionnaires du Soir d'Algérie, pour nous mettre au parfum. Je me rappelle qu'il avait dit que les prévisions faisaient état de 60 000 morts. C'est-à-dire qu'au moment où les auteurs de ce redressement républicain s'apprêtaient à agir, ils savaient qu'un grand nombre d'Algériens allaient mourir. Et ils étaient loin du compte. On parle aujourd'hui de 200 000 morts. C'est autant dire que cette époque ne fut pas exempte d'erreurs, de dépassements, d'exécutions sommaires, de tortures, etc. Il se trouve qu'à ce moment, le chef de l'armée s'appelait Khaled Nazar. Doit-il aujourd'hui payer pour avoir agi dans le seul intérêt de la République? En nous élevant contre la décision d'un tribunal suisse, nous ne défendons pas l'homme, nous défendons l'idée, l'œuvre et l'institution qui restera toujours respectable malgré les comportements de certains de ses dirigeants. Nous n'avons aucun lien avec Khaled Nazar, ni de près ni de loin. Fin
de citation. Je vous laisse apprécier, je ne fais pas de commentaires. Avec nous aujourd'hui, Montassar Oubatron, journaliste et chercheur en histoire, Messoud Ouziala, néphrologue ex-élu du FIS, Brahim Younsi, président de l'UDM, Anwar Haddam, président du MLJS. Montassar Oubatron, vous êtes avec nous. Montassar Oubatron. Montassar Oubatron. Oubatron. Est-ce que Montassar Oubatron est avec nous? Nous allons, en attendant, nous allons écouter. Est-ce que Montassar Oubatron est avec nous? C'était prévu qu'il commence. Moi, ça me chamboule un peu. Je suis désolé. Nous allons écouter un extrait de ce qu'a dit le général Hussein Ben Hadid. Nous allons, nous rappelant qu'il est en prison, qu'il croupit en prison pour avoir parlé, pour avoir dit des choses, pour avoir dit des vérités. Et il est en prison depuis 100 jours. Nous allons écouter un extrait de ce qu'il a dit. وكنا استدعينا في سنة 1991 في بعد انتخابات جبل السليقات بعد انتصار جبل السليقات في 26 ديسمبر 91 هذا 26 ديسمبر 91 ايوه 26 ديسمبر 91 نعم استدعينا إلى النازا في الجزائر العاصمة. استدعوا كل قوات التواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل قوات وقتل فرق. كنا 2 فرق فقط. كانت فرقة سابنة اللي كنت أنا أقودها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغابرة بحت. وحضرنا في الاجتماع. حضرنا في الاجتماع في النازا. نعم. في رئاسة كانت النازا كانت تضم بقية قوات البرية وقيادة السركان كان راسها خالد الفلاط وكانت مجموعة اللي كان أصحاب النفوذ لسيجن ميكر les hommes décideurs en quelque sorte. وتكلمنا في الموضوع هذا. احنا كنا استدعينا ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا ما هو سر الاجتماع هذا. والاجتماع كان باش يتكلموا على كانت في 29 ديسمبر الاجتماع. ايوه 29 ديسمبر 93 يعني 3 ايام بعد اتصال جبل السليقات على في الانتخابات ايوه نعم البرلمانيه. 3 ايام 29 ديسمبر. المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد انتصار جبل السليقات. وكان كل قائد اعطى رايه. فيه من كان يعارض، فيه من كان معه، فيه من كان يخالف. انا كان وقتها موقفي انه يعني بعد ما استمعنا الى بسجين الى التواتي الى حلجار لمجموعه الامالي واخرين. هذا التاريخ انا ما انتقد حتى واحد. هذا التاريخ. اذا كان موقفي انه الفيس انتصر. الفيس جبل السليقات انتصر. وكان وقت هذا الموضوع الاساسي اللي كان يتكلم فيه المرحوم بسويل انه الفيس يمر 3 ملايين بطاقه. وكانت جبهه التحرير كانت عندها اعتقد 27 منصب في واحد الفيس عنده 70 ولا 77. وجبهه الاشتراكيه لافاس عنده 25 ونص بعد. ما شفاش فيها لا ما نشفاش فيها على الارقام. ولكن 25 70 و 177 نعم اسمع فيها اسمعك. نعم يعني كان موقفي لما اعطوني الكلمه موقفي قلت انه كان بزيد اصر على انه فيه تزوير قبل الفيش ب 300 دقه. وكان الدور الثاني باش ياتي بعد 15 يوم اعتقد 15 يوم ولا 3 اسابيع
مش عارف اسبوعين 3 اسابيع. يعني في بدايه سنه 1993. انا كان موقفي انا قلت لهم طيب ما دام ما فيش زور 3 ملايين تقولوا بلي زور، ما دام الدرك الوطني يقول بلي زور رجل حاكم الدرك الوطني، ما دام زور 3 ملايين بطاقه اذا تحبوا تخلصوا من تعملوا موازنه صدير موازنه بين باش ما تكونش في مشاكل في المستقبل في الجزائر. زوروا ثم في المرحله الثانيه، هذا قلت زوروا في المرحله الثانيه وعادوا بين جبهه التحرير الوطني وبين الفيس باش تكون فيه انسجام. تكون الفيس مثلا عنده جبل السميق عندها 100 والافلام عنده 100 ولا 25 وتكون يعني اسمها الأصابع ناسيونال. الأصابع ناسيونال. Allô. Voilà, nous avons interrompu parce qu'il n'était pas très audible, mais il est disponible sur le net, vous pourrez l'écouter dans son intégralité. C'est un enregistrement d'une heure environ. Il dit dans cet enregistrement qu'il a été reçu avec d'autres généraux, par Touati, général Nazar, pour parler de l'éventualité de l'interruption du processus électoral et que lui, il reconnaît avoir proposé de trafiquer les élections, le deuxième tour, pour mettre le fils en égalité avec le FLN. Il l'a dit, il l'a proposé, mais que les généraux ont refusé et qu'ils ont préféré le coup d'État. Et il prononce le mot, putsch. Et il parle aussi dans le même enregistrement, une révélation fracassante qui apporte beaucoup de preuves sur la fameuse question de qui tue qui, que l'émir Ben Aïcha, l'émir du JIA, était sous les ordres d'un général du DRS à Oran. Il le dit de façon claire et audible. Nous rappelons donc que le général Hussein Ben Hadid, pour avoir dit ce qu'il a dit, pour avoir fait confiance à sa conscience, à l'appel de sa conscience, il croupit en prison depuis 100 jours. Il est dans un état de santé lamentable. Personnellement, et c'est mon avis personnel, je suis d'avis de le soutenir pour aider, pour encourager tous les grands décideurs de cette période à faire leur mea culpa, à rejoindre les rangs du peuple et à dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Je reçois à présent Montassar Abtroun, chercheur en histoire et journaliste. Montassar Abtroun. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Montassar Abtroun. Je vous en prie. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un bref historique de tous les coups d'État qui ont accompagné les Algériens depuis bien avant l'indépendance d'ailleurs. Je vous en prie. C'est-à-dire le déclenchement lui-même de la révolution armée ou de la guerre de libération a été un processus où deux tendances se sont affrontées, à savoir dans le mouvement national, le MPLD qui était plus intéressé à un système électoral, à un changement plus ou moins pacifique, et les messalistes. Et voilà qu'une troisième voie déjà est apparue, dénommée le CRUA, qui sont issus de l'os et qui ont, c'est-à-dire qui ont allumé la mèche et mettant tout le monde devant le fait accompli. On ne peut pas dire que c'est un coup d'État, mais déjà c'est une exclusion d'une tendance qui a participé elle aussi d'une manière armée, je parle du MNA, mais qui a été lésée par l'histoire parce que bien sûr après l'indépendance c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Je peux revenir au congrès de la Sommam lui-même avec son exclusion d'une partie importante, à savoir celle des novembristes, les gens qui étaient en Égypte, qui ont été exclus de ce congrès, et voir surtout comment, après le congrès de la Sommam, en 57, il y a eu carrément un retour sur tout ce qui a été décidé dans la Sommam en Égypte, et voilà que la révolution c'est le coup d'État de ce qu'on appelle l'État Wahhabé,
qui deviennent, eux, les décideurs. Et le reste, c'était un parterre pour meubler, pour la vitrine. Mais les décideurs, c'était les 3 billes qui faisaient la pluie et le beau temps. Et c'est eux qui ont constitué, commencé en 58, après avoir liquidé Ben Ramdan, en 58, ils ont constitué le GPRA. Et on a vu comment le GPRA a fonctionné avec trois grands changements, dont deux, il était présidé par Farhat Abbas, le premier, et le deuxième, parce qu'il y a eu la fameuse réunion de 59, la réunion des colonels, il y a eu quand même un changement, et c'est un équilibre. C'est Farhat Abbas qui est revenu, et après que la foule ait clamé Farhat Abbas pendant les manifestations du 11 décembre, voilà que Farhat Abbas, on le fait tomber pour un autre GPA. C'est à ce moment-là, Montasser Obatron, qui s'est passé un événement majeur, qu'on peut considérer comme une sorte de coup d'État, que Boumediene est devenu chef d'État-major général au moment où Karim Belkacem était parti aux affaires étrangères. Aux affaires étrangères, absolument. Il y a eu la création, justement, pour faire les équilibres. Ils ont créé ce qu'on appelle l'EMG. C'était le CNRA qui l'avait créé. Et voilà que, comme Karim, justement, est parti vers les affaires extérieures, il y a eu pendant ce moment aussi, ils appellent jusqu'à aujourd'hui une tentative de coup d'État. Il y avait un grand procès. Cette fameuse affaire Lamouri. Oui. Où les gens étaient, parce qu'ils étaient d'une tendance qui n'était pas la dominante, ils ont été accusés d'intelligence avec l'Égypte. Mais pourquoi vous rangez, pourquoi vous rangez cet événement dans la rubrique des coups d'État? Ben oui, parce qu'ils ont le procès a été tentative de coup d'État contre le GPRA. Ah, d'accord. Je ne pense pas que ça a été, mais du moins ils ont été jugés et exécutés pour ça. C'est des grands militants aussi, dans le colonel Amouri, colonel Nouawera, colonel Aweshria, et beaucoup d'autres ont été rétrogradés, etc. Mais bon, et c'était Boumediene qui a été le juge de ce Parlement. Ils l'ont amené justement pour arbitrer. Oui. Et justement, en lisant le livre de Mansour Boudaoud, sur les documents, premier chef d'inculpation, insubordination et refus d'obéir au GPRA. Boumediene a condamné des colonels, il les a exécutés, pas seuls, parce qu'ils n'ont pas obéi au GPRA. Lui, qui a carrément fait un coup d'État contre le GPRA, quand il a pris la fuite avec les autres colonels, avec Mengele, ils sont partis en Allemagne, ça c'est en 61. L'essentiel, le grand, c'est après le 19 mars, quand les prisonniers ont été libérés, les 5, il y a eu carrément un coup d'État contre la légitimité, même si elle est formelle, bien sûr, cette légitimité qui était celle du GPRA, à sa tête Ben Youssef Ben Khedda, qui a été à la tête de ce GPRA quand il a mené les négociations d'Évian. Et là, on sait que avec l'EMG, on est rentré dans l'indépendance carrément dans une guerre civile. Et là, on va s'interrompre. Je vous laisserai poursuivre après pour nous parler de ce premier coup d'État d'après l'indépendance, celui qui a succédé à la crise de l'été 62. Je reviens à vous dans un petit instant pour continuer donc l'historique des coups d'État en Algérie. J'accueille à présent Messoud Ouziala, néphrologue à Paris, professeur en médecine, ex-élu du FIS. Messoud Ouziala, merci d'être avec nous. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, parlez-nous un peu comment dirais-je, du processus, du film des événements, depuis la création du FIS jusqu'au coup d'État, mais vous avez très peu de temps, hein, c'est quelques minutes seulement, donc je vous demanderai de synthétiser. D'accord, très bien. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Ce qui est souvent évoqué, donc on parle des événements à partir de 91, mais on parle très peu souvent des événements qui sont survenus en 90, juste après les élections communales.
Il faut rappeler qu'en juin 90, le FIS avait remporté à peu près 54% des communes, ça veut dire 850, je crois, 860 communes sur les 1600 existants, et que le FLN n'avait remporté que 28%. Et après ces élections, il y a eu bien sûr la préparation aux élections législatives. Et pendant cette préparation, donc le gouvernement de l'époque avait fait un découpage sur mesure pour que le FLN remporte les élections, d'où l'appel à la grève. Il faut le rappeler qu'historiquement, ce n'est pas le FIS qui avait d'ailleurs appelé à cette grève en premier lieu, mais c'était ce qu'on avait appelé dans un premier temps les 7+1. Il y avait donc le NDA de Ben Bella Yarhamou, le RCD, le PRA, Nahda de Cheikh Abdallah, le MEJ et le PT de Miza Hannoun. Tous ces partis avaient déjà commencé à parler d'une grève parce qu'ils étaient mécontents et contre le découpage. Et c'est donc le FIS qui a pris cette idée par la suite et qui a déclenché la grève, qui par la suite a été réprimée dans le sang en début juin. Et puisque vous posiez la question à votre invité, à M. Abdroum, des coups d'État, moi je parlerai de ce premier coup d'État après les élections du FIS, qui a été donc le limogeage de M. Hamrouch, son remplacement par M. Sidi Ahmed Rosali. Ça a été déjà le premier coup d'État au moment des élections communales. Donc ce n'est qu'après, en décembre, le 26-12-91, qu'il y a eu les élections législatives du FIS. Comment ça? Expliquez-nous ce que c'est que ce coup d'État des municipales. Eh bien, c'était tout simplement, voyons que le gouvernement Hamrouch, d'après donc les dires qui sont écrits d'ailleurs noir sur blanc sur les mémoires de Khad Nazar, que le gouvernement était complètement terne, le gouvernement de Hamrouch était incapable de faire quoi que ce soit pour répondre aux exigences du FIS et pour faire arrêter les manifestations, ben, ils ont décidé de le remplacer carrément par M. Sidi Ahmed Rosali, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et qu'ils ont fait ramener par avion spécial d'un pays d'Afrique, je ne me rappelle plus lequel, pour lui imposer cette position, et qu'il a prise. Et il a commencé donc les négociations avec les Chouyours, et ça s'est terminé par l'arrestation des Chouyours, et donc l'arrestation d'à peu près 3000 militants du FIS, soit arrêtés, soit interpellés, et déjà une première mise en détention administrative des élus du FIS, qui étaient considérés comme étant la cheville ouvrière et la cheville pensante du parti. Donc on a été mis dans un camp de concentration à Alger même, à Blida, dans une caserne. Quelle date? Précisez-nous la date. Ça, c'était en juin, entre le 15 et le 18 juin 91. D'accord. En juin, donc c'est bien avant les élections législatives. Et notre parti a été emmené à Ouergla. Et le fait est qu'on a été visité par un membre éminent du coup d'État, qui était Ali Haroun, qui était à l'époque, donc si vous vous souvenez, ministre des droits de l'homme. Ali Haroun était ministre des droits de l'homme. Exactement, et qui était venu nous rendre visite pour savoir comment on était et comment on faisait, etc. Alors que nous, on était des élus et on avait été emprisonnés sous prétexte qu'en nous emprisonnant, donc on nous protégeait et qu'ils attendaient que que les événements s'arrêtaient pour qu'on puisse reprendre le boulot. Ces arrestations ont duré à peu près 45 jours de détention donc. On a été ensuite libérés, sauf que 6 mois après, on n'était toujours pas autorisé à reprendre notre travail d'élu. On a été autorisé en moyenne qu'après 6 mois après, c'est-à-dire qu'au moment des élections du FIS, la majorité d'entre nous ne travaillent même pas. Je parle des élections législatives. Et donc il y a eu les élections législatives qui ont été remportées par le Jamaïd Islam et Inqab, donc les 188 sièges, et puis par la suite, vous connaissez donc le coup d'État, le deuxième coup d'État qui est fait par Khad Nazar et ses comparses contre la volonté du peuple. Voilà en résumé les événements que je retiens rapidement, qui se sont passés donc en Algérie pour l'histoire. Et il faut bien savoir que les faits sont là, que l'histoire, comme vous l'avez dit dans votre préambule,
on ne peut plus la falsifier, ou c'est vraiment très très difficile maintenant que les langues commencent à se délier. Quand on entend par exemple un général à la retraite comme Nzar dire ces jours derniers qu'il n'a jamais rien proposé à M. Aït Ahmed Rabbi Rahmou, c'est complètement ahurissant parce que tout le monde a entendu le défunt Aït Ahmed parler de ses propositions sur différentes chaînes directement et je pense que c'est un monsieur qui était assez crédible dans toute sa vie pour qu'il ne soit pas un menteur. Et puis ces déclarations datent de 2009. Nzar, s'il disait la vérité, il avait... Et je rappelle, M. Oziala, je rappelle qu'une vidéo existe où Ali Haroun, dont personne ne pourrait soupçonner l'alliance avec le général Nzar, dit clairement que le général Nzar a proposé le poste de président à Aït Ahmed. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est bien plus facile de parler maintenant que le principal, entre guillemets, accusé est décédé. On peut dire un peu, mais l'histoire est là et on ne peut plus falsifier l'histoire aussi facilement qu'on le faisait avant. Et je rappelle, M. Oziala, je rappelle que Nzar a dit qu'il n'a pas voulu violer, insulter les jours de deuil après le décès d'Aït Ahmed, qu'il a attendu que le deuil se passe avant de faire cette déclaration. Mais le plus curieux, c'est qu'il n'a rien dit quand Aït Ahmed était vivant et qu'il pouvait le dire. Il ne l'a jamais dit. Exactement, exactement. Moi, je me souviens que la première conférence à Paris, c'était en 2009. Et depuis 2009, il n'a pas parlé. Donc, M. Aït Ahmed était bien vivant pendant toutes ces années et on n'a jamais entendu le général Nzar le contredire. Absolument. Restez avec nous, M. Oziala. J'accueille à présent Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Alors, Brahim Younsi, pouvez-vous nous parler un peu du contexte de ce moment, du coup d'État et des causes réelles qui ont incité à ce putsch? Ah, on ne vous entend pas. Oui. Ah, on ne vous entend pas. Il y a un souci? Oui, alors? Vous m'entendez? Oui, là on vous entend. Je vous en prie. Ah ben, c'est parfait. Si vous me permettez, je vais revenir juste sur une affirmation qui a été faite par M. Obetrone, je crois, s'agissant du coup d'État ou du supposé coup d'État de 1962. Oui. 6 coups d'État il y a eu. Ce coup d'État a été réalisé avec la complicité du GPRA qui, contrairement à ce qui se dit, n'a pas négocié. Il y avait des membres du GPRA, délégués par le GPRA aux négociations d'Évian, mais c'est le FLN qui a négocié, ou c'est au nom du FLN que les accords d'Évian ont été négociés. Et ça, c'est dans les accords eux-mêmes. 6 coups d'État il y a eu en 1962. C'est la France qui l'a réalisé avec la complicité de la délégation du FLN et du GPRA. Ce que je veux dire par là, c'est que les accords d'Évian prévoyaient un exécutif provisoire. Et cet exécutif provisoire était chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection d'une assemblée constituante. Donc, vous voyez que le GPRA a été exclu dès le 18 mars 1962 par des accords signés par Kerim Barkas, qui était ministre de l'Intérieur du GPRA à ce moment-là. Donc, cette question du coup d'État, il faut bien le connaître. Oui, nous allons y revenir avec Montassar Obetrone. Et d'autre part, au moment de... parce qu'il y a le journal officiel. Le journal officiel qui a commencé à éditer ces numéros à partir de l'installation de l'exécutif provisoire à Rocher-Noir. Et il publiait le journal officiel au nom de l'État algérien. Oui. Donc, tout est clair. Et le 26 octobre 1962, une fois que les résultats à la constituante ont été proclamés, l'exécutif provisoire, c'est-à-dire Abdelrahman Faraj, qui était son président, a envoyé une lettre de transmission des pouvoirs à M. Farhat Abbas, qui était président de l'Assemblée nationale constituante, et M.
Ben Youssef Ben Khedda a envoyé un message à son prédécesseur au GPRA, c'est-à-dire Farhat Abbas, devenu président de l'Assemblée nationale constituante, un message de transmission formelle des pouvoirs. Vous voyez que les choses sont différentes de ce que l'on dit. Sinon, il y avait un conflit. Il y avait un conflit qui venait de Tripoli sur la direction qui devait gérer les affaires du pays. Les dirigeants de la révolution ne se sont pas entendus sur qui devait gérer les affaires du pays. Ça s'est situé au niveau du bureau politique. Et ça ne s'est pas situé au niveau du GPRA qui était out, si j'ose dire, depuis le 18 mars 1962. Mais est-ce que nous pouvons parler de coup d'État? À mon sens, non. D'accord. Si coup d'État, c'est ce que je viens de dire, si coup d'État il y a eu, c'est la France, avec la complicité de la délégation et bien sûr ceux qui ont accepté les accords d'Évian, et le GPRA, Ben Khedda a accepté les accords d'Évian. C'est-à-dire que le GPRA était absent. Il n'y a pas, les accords d'Évian ne parlent pas du GPRA, mais parlent du FLN. Le FLN qui était reconnu par la France comme parti légal en Algérie à partir du 18 mars. D'accord. Nous allons donc revenir donc au contexte qui régnait au moment du coup d'État, celui-là, de 1992, et des causes qui y ont incité. Oui. Ouziala, que je salue, vient de donner effectivement l'origine et l'essentiel des circonstances qui ont mené à ce coup d'État du 11 janvier 1992. Il est vrai que la situation avait commencé après les élections municipales et départementales de 1990 dans des conditions que vous connaissez, c'est-à-dire dans les conditions du parti unique. Nous étions quand je parle du parti unique, je parle de l'Assemblée nationale qui était l'émanation du parti unique. Tous les députés étaient FLN. Et les textes qui existaient, y compris le code communal, étaient un code communal élaboré, écrit et voté par une assemblée FNL. Donc nous étions encore dans l'esprit du parti unique. Le pluralisme, l'article 40 de la Constitution de 1989, commençait à produire ses effets par la reconnaissance, l'agrément déjà, si j'ose dire, des partis politiques dans le cadre de cette pluralité. Mais ce qui me paraît important, sur le plan institutionnel lui-même et constitutionnel, c'est la proclamation des résultats du premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991. Ce que je veux dire par là, c'est que le journal officiel donne comme cela a été fait d'ailleurs en 1962, qui était devenu dépositaire de la souveraineté nationale. Dès la proclamation des résultats des élections de 1991, du 26 décembre 1991, le 4 janvier 1992, c'est 231 députés qui étaient dépositaires, qui devenaient dépositaires de la souveraineté nationale, parce que l'Assemblée nationale, dit-on, avait été auparavant dissoute. Donc c'est la nouvelle Assemblée nationale, dans son premier tour, qui était devenue la légalité et la légitimité de l'État. Mais normalement, Brahim Younsi, est-ce qu'on peut dire qu'avant un deuxième tour et la proclamation définitive des élections, on peut reconnaître une assemblée comme ayant déjà été élue? En tout cas, dans sa première partie, oui, parce que le journal officiel a reconnu avec les noms, les circonscriptions, le nombre, etc., de députés. Ça reste un premier tour. Ça reste un premier tour. Cela est vrai. Oui. Ceci étant dit, on a apporté des prétextes, des subterfuges constitutionnels et juridiques
pour justifier l'intervention militaire, le coup d'État militaire du 11 janvier 1992, après que le président du Conseil constitutionnel a refusé. D'ailleurs, la Constitution est ambiguë de ce point de vue-là. Si vous la regardez, vous avez des articles que j'ai notés. Vous avez des articles comme l'article 89, 85 par exemple, et l'article 86 qui parlent du décès et de la démission du chef de l'État. Mais un des articles, je n'ai pas cet article-là, ne parle qu'en cas de décès seulement du président, où le président du Conseil constitutionnel pouvait prendre la tête de l'État, c'est-à-dire devenir président de la République pendant une quarantaine de jours. Donc, c'est sur ce subterfuge-là que le Haut Conseil de sécurité, qui n'est qu'un organe consultatif que le président de la République avait mis en place, qui prend la direction du pays et qui nomme et qui désigne un haut comité d'État, ce qui est totalement illégal et anticonstitutionnel. Je crois qu'il faut aussi revenir au texte. Je crois que le coup d'État, et vous l'avez dit excellemment tout à l'heure vous-même, à savoir que ce coup d'État était prémédité depuis une longue date. Depuis une très longue date. Après tout, il y avait d'autres aménagements constitutionnels que l'on pouvait faire pour ne pas engager le pays dans la violence. Et cette violence-là, l'intervention de l'armée, qui était totalement discréditée après le 5 octobre 1988, voulait se réapproprier le champ politique et le terrain. Elle a pu le faire à ce moment-là. C'était dans son inconscient. Et voilà ce qui... Brahim Younsi, il y a Brahim Younsi, un politicien que je ne nommerai pas puisqu'il a demandé à rester anonyme, m'a confié que le régime avait la certitude qu'il avait tout fait pour empêcher la victoire du fils. À tel point que l'Arbi Belkhir aurait affirmé personnellement à François Mitterrand que le fils, il lui avait même donné des assurances que le fils ne l'emporterait pas. Oui, peut-être que les stratèges, peut-être que les conseillers du gouvernement, du pouvoir à ce moment-là et bien entendu de l'armée, pensaient que le fils n'allait pas remporter ces élections. Je peux le concevoir et l'admettre, d'autant que, et je parle sous le contrôle, parce que moi je n'étais pas au fils, je parle sous le contrôle, à ce moment-là, je parle sous le contrôle d'Oudiala et d'Onor Abdam dont vous avez parlé, qui est là. Il est avec nous, oui. Qui m'entend, que le fils a été, j'emploie l'expression, elle est la mienne, supplié de rentrer dans les élections législatives. Et c'est Abou Bakr Belkaïd, qu'on me corrige si ce n'est pas le cas, qu'Abou Bakr Belkaïd avait fait le siège des dirigeants du fils pour que le fils participe aux élections, sans lequel, disait Abou Bakr Belkaïd, ces élections n'auraient aucun sens. Et le fils est engagé dans les élections législatives, on me corrigera, 3 semaines, 1 mois au maximum, avant le premier tour des élections. Cela veut dire que le pouvoir lui-même voulait absolument que le fils, qui avait sa direction en prison, il faut le signaler, le congrès qui avait été tenu en août 1991, pour aller aux élections, choisir des candidats, préparer la campagne électorale, etc., c'était très court. Néanmoins, le fils a tenu le, si j'ose dire, que l'on me pardonne, il a tenu le pari. Il a tenu le pari, il a présenté des candidats pratiquement, sinon dans toutes les circonscriptions, et d'une manière ou d'une autre, on savait que le fils avait une très grande popularité, et qu'il ne pouvait pas. Si les élections, c'est ce qu'elles ont été d'ailleurs, propres et honnêtes, il ne pouvait pas
avoir que quelques sièges à l'Assemblée nationale. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reçois à présent Anwar Haddam. Anwar Haddam, merci d'être avec nous. Anwar Haddam. Oui. Ahlan bik, c'est Anwar Haddam. Alors, d'abord, j'aimerais vous questionner ces derniers jours. On parle beaucoup de Chadli Ben Jdid, Rabbi Yarhamou. Certains, moi je connais quelqu'un, il va peut-être bientôt être avec nous, il va nous donner une interview, qui parle de brutalisation. Chadli Ben Jdid aurait presque été brutalisé pour être incité à poser sa démission. Selon d'autres, non. Son frère et son épouse viennent de dire non, il est parti de son propre gré, il a décidé de partir, de démissionner. Et il y a eu deux déclarations simultanées, pas les mêmes, hein, elles ne sont pas tout à fait simultanées, ni pareilles, celle de son frère et celle de son épouse. J'aimerais que vous nous parliez justement de cet épisode Chadli Ben Jdid. Oui, salam pour vos invités et pour tous les téléspectateurs. Permettez-moi tout d'abord au début de faire de petites mises au point. Bon, je suis là aujourd'hui en tant qu'élu, membre élu du Parlement, sur la liste FIS. Oui. Et donc ça, c'est le nom que je parle. En effet, aussi, vous êtes un élu du FIS, on aurait dû le préciser dans votre présentation. C'est en effet vrai. Vous êtes un élu de ce FIS, de ce Parlement qui a été la victime d'un coup d'État. En effet, je vous en prie. Et j'étais partie prenante, j'étais partie prenante de tout ce qui se passait. Et en cette occasion, toutes les victimes de ce coup d'État militaire contre le choix du peuple et contre le parti majoritaire, le FIS. Et une autre petite mise au point, mais je pense qu'elle est un peu de taille quand même. Il n'y a aucune justification pour la terreur, pour le crime, pour le terrorisme. Ça, nous condamnons à fond. Nous sommes victimes de ce terrorisme. Cependant, je pense, et nous pensons tous, que seul un État de droit et une justice indépendante qui pourra identifier les criminels, et répartir les responsabilités des uns et des autres sur les crimes horribles commis contre notre peuple. Et c'est injuste, comme nous maintenant en Occident, en tant que musulmans vivant en Occident, nous sommes victimes de cette appellation musulmans terroristes ou islamiques terroristes, et quand ça vient pour d'autres religions, on ne parle jamais de chrétiens, de terrorisme. Donc il faut justement avoir un peu de retenue. Essayons d'établir un état de droit, et à ce moment-là, on pourra définir exactement ce qui était derrière ces crimes horribles. Il y a eu des crimes horribles, nous les condamnons tous, mais ne généralisons pas. Et ça, c'est la petite... finalement, la dernière, juste quick, hein, je m'excuse. Je vous remercie, Anwar Haddam, pour ces précisions. Nous allons prendre une courte interruption, un intermède, pour une raison technique, et nous revenons dans une minute, tout de suite, et vous nous laisserons poursuivre. À tout de suite.
Salam alaikum al-Jadid. Le Maghrébia veut s'excuser auprès de ces très nombreux téléspectateurs qui n'arrivent plus à la capter pour des raisons techniques de satellite. Je ne saurais pas moi-même vous expliquer le pourquoi du comment. Sinon, je voulais, avant de redonner la parole à Anwar Haddam, vous parler d'une curieuse circonstance qui a accompagné deux coups d'État en Algérie. En 1965, le coup d'État de Boumediene contre Ben Bella, Boumediene faisait tourner un avion tout prêt à décoller en cas d'échec du coup d'État. En 1992, les putschistes faisaient tourner des avions à Boufarik et tout était préparé, les voitures pour évacuer leurs familles, les cortèges, des barrages routiers, etc., pour leur permettre, si le coup d'État avait connu des couacs, d'exfiltrer rapidement leur famille. C'est dire. Anwar Haddam, je vous redonne la parole. Vous parliez, donc vous faisiez des mises au point et vous alliez en arriver à la personne de Chadli Ben Jdid, Rabbi Rahmou. Merci beaucoup pour... Je vous en prie. Donc, notre petit point concernant la participation du fils aux élections parlementaires, alors que nos dirigeants étaient en prison. Oui. Moi, je faisais directement dans cette prise de décision, bien que je n'étais pas dans la scène visible, mais j'en faisais partie. Peu d'Algériens se rappellent en effet que vos responsables, vos leaders étaient en prison, y compris les deux plus grands leaders, Abbassi Madani et Ali Belhaj. Oui, Abbassi Madani, Allah Khali Belhaj, Allah yahfadhou. Et qu'ils étaient détenus dans des conditions, pardon Anwar Haddam, détenus dans des conditions très difficiles pour rester mesurés. Hein. Et la plus difficile, c'était détenu injustement. Oui. Injustement, c'est ça. C'est pas une chose mesurable. Donc, malgré ça, nous avons pris la décision en tant que direction du fils, sinon je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire direction du fils, si on a le temps après, d'aller vers les élections. Ça, c'était une décision qui a été prise, mais en même temps, de ne l'annoncer qu'au dernier moment. On voulait s'assurer que le pouvoir, effectivement, accepterait d'organiser des élections libres et indépendantes et transparentes. C'était ça le plus important pour nous, en tant que direction du fils. C'était ça le plus important, et si on se rappelle bien, on a attendu jusqu'à ce que le Premier ministre dans le temps, Sidi Ahmed Ghazali, a annoncé publiquement que le gouvernement va organiser des élections libres et qu'il acceptera les résultats. C'est à ce moment-là, c'était à une semaine avant l'échéance, quelque chose comme ça, que ça a été annoncé. D'accord? Oui. Et une dernière petite mise en point, c'est parce que, évidemment, l'Algérie a connu beaucoup de coups d'État, ça c'est connu. Mais le coup d'État de 92 est différent, dans le sens où, avant, même depuis du temps de la guerre de libération, c'était une lutte des clans. Chaque clan voulait avoir du upper hand sur les autres, etc. Mais quant à 92, c'était tous les clans qui s'étaient opposés au résultat. Et c'était ça que je voulais venir, et c'est ça justement... pour cela que personnellement et beaucoup d'entre nous le parti de Aït Ahmed de la FFS avait reconnu les élections et était contre l'interruption du processus électoral. Non, donc tous les clans au sein du pouvoir étaient contre... Ah, au sein du pouvoir, d'accord. Je parle au sein du pouvoir. Donc c'était pas un coup d'État d'un clan contre un clan. Oui. Mais c'est tous les clans au pouvoir, ils sont mis d'accord de s'opposer aux élections, de s'opposer... Pourquoi, à votre avis, Anwar Haddam, pourquoi ils avaient peur de perdre le pouvoir? C'était ça, justement. Ça a été bien dit. Si on arrive à aller... Parce que, alhamdoulilah, Khaled Nazarhi, il est en train maintenant de s'exprimer, il fait des bêtises, entre guillemets, pour lui et pour ses camarades. Mais il a bien dit. Nous leur avons demandé qu'ils freinent un peu. S'ils ont plus de 30%, il va y avoir des problèmes pour l'État. Mais qui est-il? Qui décide de la sécurité nationale? Qui décide de... c'est-à-dire, donc comment il ne voulait pas
ce choix du peuple algérien. Donc c'était ça. Et là vient justement la noblesse, je le dirais franchement, la noblesse de Chadi Mejdid, Allah yarhamou. Bon, des gens disent que pourquoi il n'aurait pas dû. Nous l'avons dit dans notre réunion des élus du peuple du 19 janvier 92, nous sommes réunis à l'initiative de Hachani Rahmatullah alayh. Nous avons fait une lettre, on l'a envoyée aux parlementaires de parlement, leur expliquant que ça c'est un coup d'État, c'était contre la Constitution. Mais nous avons dit pourquoi Chadi Mejdid n'aurait pas dû démissionner. Mais il s'est avéré effectivement que, et d'ailleurs sa femme, Madame Benjdid, que je salue ici, s'est exprimé clairement. Oui, il a démissionné de son plein gré, mais parce qu'il ne voulait pas s'opposer au choix du peuple. Et parce qu'il une fois qu'il a su que les militaires avaient décidé, et avec leurs camarades, effectivement la France qui était derrière ça, avait décidé d'annuler les résultats. Alors que son frère n'a pas dit la même chose, curieusement. Oui, et nous savions ça bien avant parce que nous étions au courant de ce qui se passait dans les rouages du pouvoir. Donc c'est pour cela que le coup d'État de 92 est spécial. Il ne faut pas le mettre dans la lignée de tous les coups d'État que notre peuple a connus, parce que c'était pour la première fois qu'il y avait effectivement, le peuple était partie prenante, il avait fait son choix, et selon la constitution qu'il n'a pas choisi, mais qui lui a été imposée. Mais est-ce que, Anwar Addam, est-ce que de votre côté, vous n'avez pas fait un peu peur, non seulement au pouvoir, mais un peu à toute la société? Je m'explique, je vais m'expliquer rapidement. Par exemple, dans les mesures dites de démocratisation de 1989, le pouvoir a démocratisé, soi-disant, la presse. Il a créé du jour au lendemain une presse libre. Il a pris d'anciens journalistes d'El Moujad, des Chab, d'Al Nassr, il en a fait une presse libre du jour au lendemain, comme ça. Mais la presse a marché dans la combine. Elle a fait ce qu'il attendait de lui. Il a, soi-disant, démocratisé la scène politique. Il a créé des partis. Il en a créé 70 en une seule journée, ou en quelques jours. Et tous les partis ont compris le message. Ils sont rangés dans les mangeoires et les râteliers. Ils ont mangé ce qu'on leur a offert, et il n'y a eu aucun problème pour eux. Or, vous, dès le départ, non seulement vous avez commencé à faire peur à la société, certains de vos membres, par exemple, ont commencé à faire peur aux gens, l'application de la charia, les gens doivent se préparer à changer d'habitude alimentaire et vestimentaire, on va pendre les communistes dans les places publiques. Et vous avez fait peur au régime parce que vous avez commencé à dire que vous alliez leur demander des comptes, que vous alliez leur demander « Min ayna laka hadha » d'où tiens-tu cela? Est-ce que ce n'était pas un peu suicidaire, j'allais dire? Vous vous êtes coupé de la société en lui faisant peur et vous vous êtes fait des ennemis des gens qui avaient le pouvoir. Vous avez posé beaucoup de questions et j'espère que vous me permettez de répondre une à une parce que je voudrais bien répondre une à une. Je vous en prie. Si vous permettez. Et comme ça, vous répartissez le temps. Vous vous rappelez que la dernière fois, je n'ai pas eu le... Ah, absolument. Je vous en prie. Pas parce que ça, c'est très important, parce que c'est presque un quart de siècle de vie de toute une génération. On nous a privés de servir notre peuple. Nous étions prêts, j'étais dans ma trentaine. La plupart des dirigeants, la plupart des élus du fils étaient dans leur trentaine. Et on voulait servir notre peuple. On nous a privés de ça. C'est une blessure profonde. Premièrement, lorsqu'on dit que ce que vous dites que on a fait peur au peuple. Comment se fait-il qu'on fait peur au peuple alors que le peuple nous a élus? Et 2 fois. Et c'était basé sur notre façon de gérer les affaires du peuple au niveau direct, au niveau des APC et des APU. Durant 1 année et demie. C'était à partir de cette expérience que les gens nous ont choisi une deuxième fois. Comme vous l'avez dit, il y avait plus de 40 partis, je ne me rappelle plus le nombre. 70 à peu près. Le Front islamique du salut. Parce qu'ils avaient vu que ces élus venaient avec une nouvelle mentalité. On était là, on appliquait la politique telle qu'elle a été définie par notre maître, Malik bin Nabi rahmatullah alayh.
c'est pour servir le peuple. Nous étions là pour servir le peuple. Donc, nous n'avons pas fait peur au peuple. Oui, il y avait des voix discordantes. Oui, il y avait des voix qui étaient facilement manipulables. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit cela. Ça va se révéler le jour où il y aura le rétablissement de la vérité. Qui était derrière, effectivement, cette tendance. Maintenant, vous avez fait référence, par exemple, sur la question de l'habillement. Ça, c'était une manipulation pure et simple des médias qui étaient sous la solde du pouvoir en place à Alger. Parce que j'étais lorsque Mohamed Saïd, rahmatullah alayh, avait fait Dars Hadak, il parlait justement sur un monde économique qui était basé sur la productivité et sur la production, au lieu d'une économie de bazar. Il parlait que le peuple doit maintenant, il commence à travailler, on commence à produire. Ça a été déformé par la presse, à la solde. Maintenant, si on a fait peur au régime, oui, nous avons fait peur au régime. Ça, c'est vrai, parce qu'ils savaient bien que la situation devrait changer. Le peuple avait décidé de changer le mode opératoire, de changer le système politique. Mais les élus du peuple, s'il y avait vraiment un processus démocratique réel, où il y avait vraiment une liberté, regardez les gens qui ont été élus. Qui le peuple a-t-il élu? A-t-il élu ces gens qui avaient un discours extrémiste? Ou bien a-t-il élu d'autres? Cette étude n'a jamais été faite. Le peuple algérien, sans populisme, hein, je termine par ça. Le peuple algérien a élu. C'est un peuple qui a une culture politique profonde. Il connaît bien ses intérêts. Il y avait une manipulation des médias, comme après, il y a eu cette manipulation de la violence qui a coûté cher à notre peuple. Donc, Chadli Benzid, où il vient ici? Parce que nous, dans le temps, au moment même, la veille où les résultats du premier tour des élections parlementaires allaient être introduits dans le journal officiel, nous avons un ami qui travaillait dans le journal officiel. Il est venu nous informer qu'ils ont eu une directive directe du président de la République, Chadli Benzid, leur demandant d'inscrire les résultats dans le journal officiel. Parce qu'il avait reconnu les résultats. Et nous, dans la réunion dont on avait organisée au sein du FIS, avec le FFS et le FLN de Mehri, nous avons réussi à soustraire des deux, par le biais de Mohamed Saïd Hachani, qui était dans cette réunion. Nous avons réussi à soustraire de deux la reconnaissance des résultats. C'était ça notre premier objectif de cette réunion historique. C'est que les partis importants, les partis qui étaient élus par le peuple, acceptent les résultats. Et on avait ensemble décidé d'aller vers le deuxième tour. Donc nous avons travaillé avec nos partenaires. Nous avons essayé de leur expliquer que la situation était compliquée. Le FIS n'a jamais eu la chance d'avoir un congrès normal en Algérie. Restez avec nous, Anwar Addam. Je vous donnerai le mot de la fin tout à l'heure. Je reviens à Montassar Oubatron. Montassar, vous êtes avec nous? Montassar Oubatron. Montassar Oubatron. Est-ce que Montassar est avec nous? Montassar, j'aimerais que vous repreniez, si vous m'entendez, là où vous étiez arrêté à l'été 62, le coup d'État de 1962. Je reviens à vous dans un moment. Je vais prendre Messoud Ouziala. Messoud Ouziala, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Messoud Ouziala, vous-même, vous étiez un élu du FIS au niveau de l'APC d'Alger, je crois. APC de Ain Taïa. De Ain Taïa. Wilaya de Boumerdef, oui. Voilà, exactement. Alors, dites-nous un peu ce que fut. Vous étiez à Alger au moment de l'interruption du processus électoral? Ah oui, tout à fait. Alors, racontez-nous cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé après? En peu de mots, s'il vous plaît, il ne reste plus beaucoup de temps.
Nous, donc, on était dans les APC, donc, comme le disait Anwar Haddam, donc, il faut bien comprendre que les gens ont voté une deuxième fois pour le fils, pas parce qu'ils avaient peur de lui, mais parce qu'ils avaient confiance. Et cela venait de ce qu'on a pu démontrer dans le laps de temps très court où on était à la tête des APC. On a montré ce qu'on pouvait faire et ce qu'on était en droit de faire. Et les gens avaient accepté les choses comme on leur présentait. Si on parle maintenant de démocratie, je peux vous assurer que pendant la période où nous on était aux affaires, comme on dit, on faisait une réunion mensuelle avec les habitants de toutes les communes pour les informer de l'avancée des différents dossiers. Et on nous avait reproché de faire ces réunions aux militants uniquement. Alors la décision a été prise, on faisait ça. Une fois c'était dans les mosquées, la deuxième fois c'était dans les lieux publics et notamment les stades. Et les gens pouvaient intervenir, poser des questions, venir nous solliciter pour les différents problèmes évidemment qu'on ne pouvait pas résoudre parce que c'était des problèmes qui dataient de 20 ans, de 30 ans et on ne pouvait absolument pas résoudre tous les problèmes, notamment les problèmes de logement. Je peux aussi vous dire que le gouvernement a essayé de nous manipuler. On faisait à l'époque ce qu'ils appelaient le séminaire des maires élus. Et donc, ils nous convoquaient, et la seule fois d'ailleurs où ils nous ont convoqués, c'était à Ben Aknou, je me souviens, où il y avait tous les élus d'Algérie, pas uniquement le fils. Et nous, on a compris la supercherie donc dès le départ, et on a boycotté. Quand on a donné nos raisons aux autres collègues et confrères qui étaient avec nous, que ce soit du FLN ou que ce soit du FFS, tout le monde a quitté la salle parce qu'ils ont compris que le gouvernement essayait de nous manipuler. L'autre chose, c'est qu'on a eu d'énormes problèmes techniques de relations avec les wilayas parce que on nous privait de certains supports qui nous étaient obligatoires pour le fonctionnement de la commune. Des exemples tout simples, c'est que du jour au lendemain, on n'avait plus de roues pour faire fonctionner les bus des transports scolaires. Et tout ça, c'était bien calculé pour que la population se retourne contre nous. Et bien malgré tout cela, ils n'étaient pas très intelligents parce que nous, tout ce qu'on faisait et tout ce qui nous arrivait était dans le mois suivant sur la place publique et tout le monde était au courant. J'apporte de l'eau à votre moulin, M. Oudouziala, même si ce n'est pas mon rôle, que vos budgets ont été réduits de façon drastique et que des instructions ont été données aux autorités locales, les walis notamment, de fermer les yeux sur les corruptions des maires, fils, si jamais ils donnaient des lots de terrain à leurs parents, à leurs amis, de les encourager à la corruption pour les décrédibiliser aux yeux de la population. Mais je vous laisse poursuivre. Ça c'était des tentatives, mais malheureusement pour eux, on n'a jamais mis un maire-fils en prison pour ce genre de méfaits. Jamais. Il n'y a aucun exemple. Donc l'histoire, elle est là et on n'a jamais pu le faire. Ils ont essayé plein de choses, plein d'astuces, comme ils avaient l'habitude de faire, sauf qu'avec nous, ça ne marchait pas. On avait aussi coupé les vis à tous ceux qui venaient dans les APC, notamment dans le garage de l'APC, à qui prendre une voiture, à qui prendre du ciment. On avait coupé les vivres à tous ces gens-là qui venaient se servir. Et donc tout ceci nous a rendu extrêmement mal vus, entre guillemets, aux yeux des autorités de l'époque. Merci M. Oudouziala, je suis obligé de vous couper. Montassar Aboubatron, c'est à vous, on est vraiment désolé, on ne réussissait pas à vous avoir depuis tout à l'heure. Montassar Aboubatron, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors Montassar, malheureusement, le temps a couru. Il ne nous a pas attendu. Je vais faire vite. Voilà, je vais vous demander de faire vite pour pouvoir... Oui. Je suis d'accord avec celui qui a parlé de coup d'État. La France était derrière. Eh bien, le coup d'État, il s'est produit justement le 25 septembre, quand on a laissé une constituante coptée. Alors que l'autodétermination consistait justement à ce que l'exécutif provisoire transfère des pouvoirs aux élus. Donc la première assemblée a été cooptée et depuis, il y a eu une série il y a eu déjà un choix scandaleux de la fameuse constitution
parce que même les Farhat Abbas, Khidr, ils n'avaient pas automatiquement des bons choix. L'un était parti avec le groupe de Tlemcen, l'autre avec le groupe de Tizi Ouzou, excepté Sid Hussein Aït Ahmed, qui ne s'est pas allié ni au bureau politique, à savoir ni au groupe de Tizi Ouzou, et c'était quelqu'un qui défendait la pluralité. Et c'était le seul. Je le dis en connaissance de cause. D'ailleurs, c'était le seul qui a protesté quand il y a eu interdiction du Parti communiste algérien. Même les communistes n'ont pas protesté. Lui, il a protesté. Et on sait comment les choses se sont déroulées après, quand il a constitué c'est quelqu'un, il est mort. Toutes ses positions, il a été toujours conséquent. Et il croit et ferme que la démocratie, c'est le pluralisme politique, pluralisme culturel. Donc, il n'était pas pour le parti unique à la nassérienne comme les autres, y compris Farhat Abbas. On se demande comment il a accepté de se faire coopter, justement, dans la constituante de 62. Lui, il a cru qu'on allait donner la parole au peuple, mais quand il a vu qu'on discutait d'une constitution dans une salle de cinéma à Alger, voilà, c'était la débandade, donc il s'est retiré, il s'est battu jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que je pense que son enterrement était une élection. C'est en quelque sorte le peuple, c'est un signal pour dire voilà, on s'est trompé sur l'homme, voilà, maintenant on a compris. Je précipite tout de suite 65. Montassaro Betrol, je préfère vous interrompre et vous inviter demain, si vous voulez bien, pour venir continuer, pour parler plus à l'aise et nous expliquer plus en détail, plutôt que de parler de façon si lapidaire, parce que c'est très important. Donc si vous êtes d'accord, nous vous invitons avec grand plaisir demain pour pouvoir continuer. Je vais redonner la parole à Anwar Haddam pour les 5 minutes qui nous restent, de façon exceptionnelle. D'habitude, nous respectons le temps de parole de chacun, la répartition. C'est, à mon avis, c'est une initiative personnelle pour rendre justice à ces élus qui ont été élus par le peuple et qui ont été exilés, chassés de leur pays, de leur terre, par le régime, qui ont dû aller se réfugier sur des terres d'exil, prendre les chemins amers de l'exil. Et donc, c'est bien peu de choses que de donner 5 minutes à Anwar Haddam pour clore cette émission. Je vous remercie, Meldine, et merci pour vous inviter. Vraiment, je préfère ne pas parler d'un point de vue personnel, mais j'essaie de m'exprimer effectivement au nom de tous ces jeunes. Et je m'exprime aux jeunes. Nous étions jeunes aussi dans le temps. Ça fait presque 25 ans maintenant, 24 ans. Nous étions vraiment, nous voulions travailler, nous voulions œuvrer pour le bien de notre pays et pour le bien du Maghreb, du Grand Maghreb. Nous avions une vision depuis longtemps en tant que jeunes. Nous ne sommes pas posés en opposition au pouvoir en place parce que nous respectons que parmi eux, il y avait des gens qui avaient participé et qui étaient derrière le déclenchement de la révolution contre l'occupation française. Mais on pensait qu'il était temps pour qu'ils remettent le flambé à la génération d'après l'indépendance et qu'il était temps d'ouvrir un processus démocratique en Algérie pour permettre au peuple algérien de s'exprimer dans sa diversité et de choisir librement ceux ou celles à qui ils pensent qu'ils pourront servir ses intérêts et essayer de bâtir un état de droit, un état qui est fort, un état qui permettrait d'avoir réellement un grand Maghreb qui permettrait de défendre les intérêts stratégiques de tous les pays, de tous les peuples du Maghreb. Mais malheureusement, il y avait une minorité qui avait perdu durant ces élections et qui s'est tournée contre le choix du peuple. Malheureusement, il y avait aussi, malheureusement aussi, l'ancienne puissance coloniale qui n'a pas compris même ses intérêts, parce que avoir des relations économiques normales avec une Algérie normale, avec un grand Maghreb normal, c'était meilleur aussi pour les intérêts de la France et pour les intérêts de tous les partenaires algériens. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris cela. Et on voit ce qui se passe maintenant, avec toute la corruption qui se passe, avec tout le futur de l'Algérie, la stabilité de l'État algérien, l'existence même de l'État algérien dépend de la vie et de la mort d'une personne. Et ça vraiment, c'est très grave où nous sommes
à arriver. Donc c'est pour ça, moi je pense, et je fais un appel aux jeunes, il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas tomber dans la manipulation de l'histoire. Œuvrons ensemble pour qu'il y ait le rétablissement d'un état de droit en Algérie, pour qu'il y ait une indépendance, un système judiciaire indépendant, et en ce moment-là, on pourra faire le rétablissement de la vérité sur tous les crimes commis contre notre peuple. C'est le seul moyen de tourner la page du passé d'une manière juste et ouvrir ensemble une nouvelle page pour bâtir notre pays dans notre diversité. C'est le seul moyen qu'il faut faire. Et commençons ça, comme je l'avais dit la dernière fois, commençons par essayer d'avoir en parallèle de ce que le pouvoir pour être dans la réalité, dans l'actualité, on ne veut pas parler du passé uniquement. Il y a la manipulation de la Constitution. Œuvrons ensemble dans notre opposition, dans notre diversité, pour avoir une nouvelle Constitution. Et ainsi la présenter au peuple, Inch'Allah, et on pourra aller de l'avant, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre émission, si je me le dis. Merci beaucoup, Anwar Eldem, merci Brahim Younsi, merci Msaoud Ouziala, merci Montassar Obatron, merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir prêté votre attention. Salam alaikum, khawal akhir.